Eh salut, c'est Jeanne d'Arc. Quelqu'un est dispo pour une petite croisade? Ah mais vous y attendez pas à ce que je revienne aussi vite, hein? Eh bah vous y habitez pas trop, hein, parce que la troisième partie, je suis pas sûr qu'elle revienne avant Noël. Ah, et arrêtez de me demander la suite de la partie 2 sur Luigi, vous me le demandez partout. Sur Instagram, @le roi du potager, sur Twitter, @le duc du potager, dans mes commentaires YouTube, j'espère que vous mettiez des pouces bleus et que vous vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Je fais ce que je peux pour que ça ait l'air naturel. Mais oui, non, mais moi j'attends qu'il ait sorti tous les clips de son album pour en parler. Parce que là, j'ai un petit court-métrage de 4-5 minutes. Eh, c'est un peu léger en termes de visuel, moi, pour l'album, pour en parler. J'aime bien quand j'ai des images d'illustration, donc je préfère attendre un peu d'avoir un truc complet que de sortir un truc dans la précipitation. Enfin bref, voilà, ça sortira quand ça sortira de toute façon. Donc voilà, retenez une seule chose, si la vidéo sort pas, c'est la faute de Luigi, c'est pas la mienne. De toute façon, mes parents m'ont toujours dit de rejeter la faute sur les autres. C'est faux maman, c'est une blague, c'est de l'humour, c'est comme ça que je gagne ma vie, ne me tape pas. Mais dans tous les cas, bienvenue dans cette deuxième partie de la trilogie des vidéos sur Booba, centrée sur ses clashs et sur l'évolution de sa carrière musicale. Aujourd'hui, on va parler de toute l'histoire entre lui et Rof, les origines de leur embrouille jusqu'à l'explosion en 2012. Pourquoi ils se détestent? Avec des infos que t'as jamais vues ailleurs. Et ici, on fait pas des vidéos de 12 minutes avec des articles Wikipédia, hein. Alors, vu le thème de la vidéo d'aujourd'hui, et bon, ça avait déjà un peu commencé avec la précédente vidéo, mais je me doute que va y avoir des gens qui vont me dire que je suis pro Booba, pro Rof, que je prendrai plus parti pour l'un, plus parti pour l'autre, et que du coup, ça fausse mon jugement et que l'entièreté de la vidéo, il y a des arguments, ils sont pas bons à prendre. Sachez que j'essaierai d'être le plus neutre, en tout cas le plus impartial possible. Dans le traitement de chacun, on essaiera d'être juste. Je vais prendre les faits tels qu'ils sont, et je vais prendre des faits qui ont du sens, pas des trucs de surinterprétation d'une phrase dans une interview qui date de 2004, qui pourrait faire comprendre que non mais c'est à cause de l'autre, ça a commencé, bref. Ah oui non mais il y a des fans de rap dans les clashs, ils sont dans la théorie du complot, dans la surinterprétation. Mais remettez-vous en question, vous avez 35 ans. Il serait peut-être temps de fonder une famille et d'arrêter de déverser votre caca dans mon espace commentaire. Oui, je sais que ça sert à rien, mais ça fait quand même du bien de le dire. Par contre, vous savez ce qui est utile dans la vie? C'est d'avoir de jolis bijoux à porter. Et c'est pour ça qu'on va parler de Chain Nation. Ce sont les Black Friday Deals disponibles dès aujourd'hui chez Chain Nation et c'est les plus grosses offres de l'année. Et il y a deux offres au choix. Soit tu bénéficies de l'offre un bijou acheté, un bisou offert. Bijou offert, pas un bisou. Soit tu bénéficies de l'offre un bijou acheté, un bijou offert. Alors là-dessus, il n'y a pas de code de réduction, il faut juste avoir 2 articles en panier. Et la deuxième offre, c'est moins 33% sur tout le site avec le code BF33. BF pour Black Friday et 33 pour 33%. J'ai fait des études de marketing. C'est pas vrai. En plus de ça, il y a déjà des articles avec des réductions allant jusqu'à 40% déjà appliquées et tout ça est cumulable avec l'une des deux offres. Tout ceci est disponible jusqu'à dimanche minuit, vous avez 48 heures pour bénéficier des plus grosses offres de l'année chez Chain Nation. Sachant qu'on est à moins de un mois de Noël, c'est une très bonne idée de cadeau. Et en plus, ça te permet de prendre de l'avance. Comme ça, t'as l'esprit tranquille, t'es pas en train de courir dans les boutiques le jour J parce que t'as pas acheté le cadeau pour ta sœur, parce que t'étais trop occupé à faire des vidéos sur YouTube. Ça sent le vécu? Non, pas du tout. Chain Nation, si vous connaissez pas, c'est une marque de bijoux qui propose des produits aussi bien pour hommes que pour femmes. Et c'est une de leurs forces, c'est qu'ils ont une très large gamme de produits. Des produits très abordables, comme beaucoup moins, si tu veux les mêmes bijoux que 50 Cent, ils peuvent te les avoir. Alors ils m'ont envoyé une petite sélection de leurs produits, comme d'habitude. Là, on peut voir une très jolie chaîne brillante avec des jolies finitions. Il y a du pendentif, il y a du bracelet. Si t'aimes les choses qui brillent, tu sais où aller. Tout est de très bonne qualité et garanti à vie. Ils ont un excellent service client noté 5 étoiles sur Trustpilot et des livraisons gratuites en 2 ou 3 jours ouvrés dans toute la France métropolitaine. Merci à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Ce soir dans Planète Rap pour ouvrir cette nouvelle saison 2012-2013. J'espère qu'on te recevra aussi puisque le padré du rap game est en préparation là. Alors suite à la mauvaise réception de 09, Booba il en vendra 2 à 3 fois moins d'exemplaires qu'il pensait en vendre. Il va vite vouloir rebondir et il sortira 7 mois plus tard son projet, la mixtape Autopsy Volume 3. Et là on est sur la sortie la plus rapide de Booba de toute sa carrière. Dites-vous, même Nero Nemesis, c'est 8 mois après DUC. Il y avait vraiment un sentiment d'urgence de faut pas rester sur un échec. Autopsy Volume 3, il est porté par les sons Radéville, Fœtus et Double Poney, qui passeront tous les 3 en radio. Les hormones de dos argenté constatent les analyses. Des rappeurs français découpés, des kilos de S dans la valise. Fœtus se défierait quiconque, beaucoup plus grosse que des balles de ping-pong. On rentre dans le club, la musique est bonne. Mes micros sont frais, on dirait qu'on pèse des tonnes. Musique
Musicalement, toujours un cran d'avance, toujours un côté novateur, et c'était pas le seul à le tenter, hein. Ils étaient plein dans le rap français à essayer d'avoir cette nouvelle musicalité, ce nouveau flow, etc. Mais Booba, ça a toujours été l'un des gars de sa génération en tout cas, qui le réussissait le mieux. Tu sens qu'il reste jamais dans sa zone de confort, il tente toujours de devancer la concurrence pour continuer à revendiquer son statut de numéro 1. En 2010, il sort l'album Lunatic, alors en référence à son premier groupe, oui, mais aussi parce qu'il est de nouveau indépendant comme à l'époque de Lunatic. Bon, alors Booba a toujours été indépendant, hein, je veux dire, il a toujours eu le contrôle sur la musique qu'il produisait, personne lui a jamais dit fais-moi un refrain comme ceci, non, faut plus de singles. Non, là-dessus, il a toujours eu le contrôle de sa musique, mais il était en contrat de licence. C'est-à-dire que la maison de disques gérait la distribution de sa musique, mais aussi la partie communication. Donc, les passages télé, les passages radio, les clips, et etc., et d'autres trucs. Et là, avec son nouveau contrat, la maison de disques, elle gère juste la distribution. Et là, tu pourrais dire, oh, super, bon, je vois pas trop ce que ça change. Bah, au niveau de l'argent touché sur sa musique, ça change beaucoup. Il est passé d'un contrat où il touchait 20 à 30% de sa musique à 60-70%. C'est pas les mêmes sommes, et encore plus quand tu t'appelles Booba. Et il y avait énormément d'attentes sur Lunatic. Là, faut pas décevoir, là il a pas le droit à l'erreur. Ce dernier album, bah c'était 09, au-delà d'avoir déçu globalement les gens, qui avaient beaucoup moins vendu. Mais c'est inconcevable pour Booba, c'est pas possible. Quand tu revendiques d'être numéro 1, faut le prouver dans les chiffres. Et là, avec 09, c'est la première fois qu'il y avait un retour en arrière, il vendait moins. Booba, il a toujours dit, il envisage la musique comme une compétition. C'est soit je suis numéro 1, soit j'arrête la musique. Lui, de toute façon, quand lui il commence, lui c'est une compétition, lui il veut toujours être le meilleur, tu vois. J'arrêterai quand il le faut, je ne ferai pas l'album de trop. Donc être numéro 1 pour moi c'est un devoir. Je peux échouer, mais c'est dans ma tête, je dois être numéro 1, je dois être meilleur. C'est comme du sport. Être un gars qui vend 50 000 albums chaque fois qu'il sort un CD, ça l'intéresse absolument pas. Lui, il veut faire du 200 000, 300 000, 500 000. Il veut avoir ses singles qui passent partout, à la télé, à la radio. Il veut être une putain de star. Brasser le plus d'argent possible. Si c'est pour avoir des miettes, ça l'intéresse pas. Surtout qu'une énorme partie du style de Booba repose sur le fait que je suis meilleur que vous, je vous baise. Donc si tu vends moins que les autres, compliqué. Et après 15 ans de carrière, c'est dans ce genre de moment qu'on différencie les bons rappeurs des grands rappeurs. Heureusement, Booba, il fait 1m92. C'est pour ça que je suis célibataire. Martians Production, Esclave Musique. Easy. Lunatic, c'est vraiment très bon. Ce qui était sa faiblesse sur 09 sera vraiment sa force sur cet album-là. Avec des singles comme Ma Couleur, Killer ou encore Paradis, c'est des singles très efficaces qui passeront en radio. Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur. Je suis un killer, oh, je suis un killer. On n'a pas été crucifié en devenir Christ. Vivre en crever, rire en devenir triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi. Sauter son parapluie, allons au paradis. Ce sera l'avènement de la trappe dans la musique de Booba, ce qui est encore une fois précurseur, hein. Très peu de gens à l'époque faisaient de la trappe en France, et c'est en très grande partie dû au prod exceptionnel de Thérapie. Ce qu'il a fait pour la trappe, c'est faut lui faire un monument un jour dans le 93. Booba avait commencé à travailler avec eux sur 09, ils avaient placé 3-4 prods. À partir de Lunatic, ça va être une bonne moitié qui va être produit par Thérapie. L'album qui suivra, Futur, avec la réédition, c'est 20 morceaux sur 25 produits par Thérapie Musique. Là, on peut quasiment parler d'albums en commun. Les seuls morceaux qui seront pas faits par eux, ça va être des tentatives de singles plus ou moins qui n'étaient pas la spécialité de Thérapie. Quand il a entendu Tchon, tout ça, il avait la haine, lui. C'est pas, il est pas là-dedans, lui. Non, je suis pas là-dedans. Mais en tout cas, les prods que Thérapie va placer sur Lunatic, Booba, il va te les plier en deux. Oh, incroyable. Tu veux de la 09, des pilules, ok. J'ai le chicon qui raye, le bitume, ok. Fuck you, fuck la France, fuck Domenech. C'est pas du rap de fils de Rennes. J'fais du gros, pas du détail. J'arrive en vaisseau spatial, j'suis so spécial, so spécial. J'pense qu'à faire de l'argent, j'pense qu'à faire de l'argent, j'pense qu'à faire de l'argent, j'pense qu'à faire de l'argent. Pense du rap game, pense du rap game, pense du rap game, pense du rap game. À cette époque-là, si t'avais des doutes sur Booba après avoir écouté 09, et bah après avoir écouté Lunatic, crois-moi que t'en avais plus aucun. Booba, meilleur rappeur français.
Lunatic, excellent album, il vendra 37 000 premières semaines pour un total de 200 000 albums vendus au total. Pour souligner aussi ce côté indépendant, il continuera comme pour 09 à boycotter Skyrock et surtout l'émission Planet Rap, n'étant pas en accord avec le fonctionnement de la radio et de l'émission, et aussi je pense aussi dans une moindre mesure pour se venger de l'époque Lunatic où il passait pas sa musique. Et c'est pour ça qu'il fera une punchline sur Fred de Sky, l'animateur de l'émission Planet Rap. T'as l'esprit serré comme une schneck de taille. Tu connais rien au son comme Fred de Sky. Et la phase, elle fera réagir, elle fera parler. Booba s'en prend à Skyrock, il s'en prend à Fred de Sky. Bon alors après, il s'en était déjà pris à eux dans plusieurs interviews sur son précédent album. C'est pas une radio dirigée par des gens qui ont une culture hip-hop et une culture de la musique. Fred, je pense qu'il est pas à sa place dans cette émission. Mais là, c'est en chanson, ça a beaucoup plus d'impact, c'est beaucoup plus largement diffusé. C'est pas une interview à l'époque en 2008 que tu trouves sur le fin fond de YouTube. Donc c'était pas énormément utilisé à l'époque. Non, parce que le fait que Booba tacle la radio, c'est pas anodin. À cette époque-là, les seuls mecs qui taclaient Skyrock, c'est des mecs qui étaient pas diffusés. L'époque où la radio avait encore un impact sur des carrières. Bon après voilà, je te dis pas les retournements de veste quand les mecs étaient diffusés, après wow, tu t'entendais plus les critiques sur Skyrock une fois qu'ils passaient. Ce qui est du coup encore plus impactant dans la punchline de Booba. Il est diffusé sur Skyrock, mais il les tacle quand même. Et Skyrock, ils vont réagir en ne faisant absolument rien. Ils vont continuer à diffuser sa musique comme si de rien n'était. Bah oui, parce que depuis Westside, Booba était devenu trop gros, trop imposant, trop populaire. C'est trop une machine à hit, trop une machine à single. Il était constamment dans le top 3 des rappeurs les plus populaires et ceux qui vendaient le plus. Et pas le diffuser sur la première radio rap du pays, ça se serait vu et il y aurait eu problème. Beaucoup de fans mécontents, etc., etc. Autant faire les aveugles, autant faire les sourds et muets. On continue à diffuser ses chansons et en plus on gagne de l'oseille. T'avais trop d'argent en jeu. C'est vraiment une époque où pas diffuser Booba sur ta radio rap égale perdre de l'argent. Je fais que des sons incroyables, des trucs de malade. Cette année je vais tout baiser sur la charte d'Ardaïa. Et cette phase sur Fred de Sky ressortira 2 ans plus tard lors du Planet Rap de TLF, qui est le petit frère de Rof. Bon bah là comme d'hab, il a pas bossé donc il dit que de la merde. TLF c'était un groupe en fait. Et ils étaient 2 mecs, Iqbal le petit frère de Rof, ouais, mais aussi Alain Delon. Ok, et du coup le Planet Rap... Mais en fait l'histoire est un peu plus complexe que ça, parce que Iqbal et Alain se sont séparés. Sauf que Iqbal a gardé le nom TLF pour monter un autre groupe avec Yacouba, Badou et Edwige. Badou comme le site de rencontre? Non. Ensuite Edwige est remplacée par une certaine Léa. Sauf que après, Alain revient. Du coup, tous les autres se cassent. En gros, c'est comme quand Vin Diesel est revenu à l'épisode 4 de Fast and Furious, et du coup, bah, tous les héros du 3, Tokyo Drift, ils servaient plus à rien, ils n'avaient plus aucun avenir. Là, c'est pareil. Sauf que, encore après, bien plus tard, après plein de péripéties, bah, Iqbal et Alain se sont à nouveau séparés une dernière fois. En vrai, ils sont plus séparés que Dwight et Angela dans The Office. Ou Rachel et Rose dans Friends? Connais pas. Et du coup, Iqbal garde le nom TLF, mais bah, c'est un groupe où il est tout seul. Donc, il se renomme IK-TLF. D'accord. Et donc... Mais on pourrait aussi se demander pourquoi le nom TLF à la base. Pourquoi? Eh ben à l'origine, c'était une série de mixtapes gérée par Corey Scalp, mais aussi Iqbal, qui réunissait franchement la crème du rap français, connu et émergent. Donc tu pouvais retrouver Niro, Kennedy, Alibi Montana, L'Escadrille, Mafia Quinfri, Diams, Luciano, L.I.M, Cassius Belli, Oxmo, Siku MC, Tandem, l'Algérino, Fianso, Sultan, Guedin, La Hyène, Alibi Montana, L'Escadrille, Ironside, Medine, Smoker, Cascami, Princesse Agnès, Nesbill, Nubi, Baka, Salif, Olkinri, Al Capote, Youssoufa, Seth Gecko et Orelsan et Gringe sur le son Mauvaise Onde, où Gringe rappait de manière assez simple, une césarienne et la vie me sourit, sortie d'une chatte par la brigade de déminage. Orelsan, lui, restait plus basique. Je suis peut-être une victime, mais je veux voir ta mère en vitrine. Bon, l'esprit de la tape était respecté, puisque le mot d'ordre, c'était « on veut que du bourrin ». Mais alors, du bourrin, niveau, ça pourrait être la sonnerie de téléphone d'un perso de Berserk. On se souvient de la phase audacieuse de Sefiu, pour me sucer la bite, il faut sauter en l'air. Alors, en fait, il dit juste « il faut Tesso ». Mais vu que sur la première vidéo, Corentin était infoutu de comprendre que Dombi, c'était le verlan de Bidon, je me suis dit, on va lui filer une petite notice explicative. Alors, évidemment, il y a l'ultra classique, le moment où Iqbal improvise l'expression « espèce d'enculé de tes fesses », expression qui malheureusement n'a pas perduré. Et bien sûr, l'incontournable, celui qui réunissait Dry, Zesso, Sefiu et Rof lui-même, le morceau « Baiser ». Un thème fédérateur s'il en est, puisqu'on y retrouvait les phases « se réchauffer les couilles le mois du ramadan », c'est baiser.
Si on rôde entre Vincennes et Nation, c'est qu'on veut baiser. Tu fais tourner notre son, tu vas mieux baiser. Et la France, une chatte rasée qui demande qu'à se faire... Baiser? Non, fourrer. Des fois, faut aussi varier les plaisirs. C'était des sacrés mixtapes. Mais en vrai, je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Si c'est pour talent fâché, alors pourquoi c'est pas juste TF ou à la limite TLFC? Ah ouais. Alors, il y a une théorie qui dit que c'est pour Thug Life Forever, ce qui ressemble un petit peu à une excuse de merde. La vérité, c'est que les sigles à 3 lettres, ça a plus de flow. NTM, IAM, PNL, SDM, TDI, NWA, PLK, RSA, MMA, FDP, que des trucs méga classe. Alors que 2 ou 4 lettres, bah c'est souvent de la merde. PS, RN, LR, LREM, SIDA, CRIF... Tu vois bien que c'est que des trucs de gros. Et donc, c'est au Planet Rap de TLF que tout a commencé. Exactement, ouais. Achetez mon livre. Disponible pour seulement 25,95€ dans vos librairies ou sur Amazon, Fnac et Cultura. Mais si tu veux, moi j'avais un petit souci avec toi, c'est que tu parles, tu dis à ce qui paraît que Rof il va pas assumer ce qu'il a marqué sur Twitter, Facebook, parce que j'aurais dit que Skyrock jouait trop de dance, il fallait qu'il joue de Mais à qui j'ai dit ça? La question c'est... Ouais, tes copines là, j'ai travaillé avec toi dans les couloirs, les coulisses de Skyrock là. C'est entre vous que ça se passe, moi je suis pas au courant. Moi. Donc toi tu as des retours de ragots qui... Alors non, est-ce que c'est des ragots ça? T'as vu, moi je suis pas l'autre Zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi. Moi. Il insulte Booba Zoulette. Rof, sur la plus grosse radio rap du pays, insulte en direct Booba. Ça, c'est une première. Bon, alors, ça se sentait qu'ils s'aimaient pas trop, ça c'est une surprise pour personne. C'est les rares fois où ils parlaient de l'un ou de l'autre en interview, c'était plutôt glacial. Mais là, avec ce qui vient de se passer en direct à la radio, c'est là, d'un seul coup entre les deux, c'est la crise des missiles de Cuba. On révise l'histoire sur cette chaîne YouTube. La tension est extrême. Le moindre dérapage peut mettre le feu aux poudres. Là, une étincelle entre les deux, et c'est la Troisième Guerre mondiale. Le 6 septembre 2012, Booba va sortir une chanson qui sera le premier extrait de son futur album Futur. Waouh. Bref, la chanson c'est Wesh Moret. Tu prends tes clics, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, tu dis de la merde. Alors un morceau impactant, violent, sur une prod trap, mais bon ça, il y en a dans tous les morceaux de Booba, et puis surtout, c'est pas ciblé. Enfin si, il sort le nom de Willy Denzel. Son petit est faible, perdu de vue, Willy Denzel. Il y en a où c'est des dommages collatéraux, ils t'ont rien dit les pauvres. Tu Willy rappes comme... Denzel. Mais c'était pas méchant ça, il est déjà fini, donc c'est pas moi qui l'ai terminé. Oh. Si tu tues un mort et il meurt pas 2 fois, il est déjà mort. Ouh là là, c'est du pour Willy. Willy. Salutations à toi. C'est totalement anecdotique dans cette histoire, c'est pas un clash pour Willy Denzel, le gars est disparu déjà depuis pas mal de temps, mais dans le contexte de la sortie du morceau, il y a plein de phases que tu peux prendre pour off. Je te vois en tout petit, parce que je te regarde du hublot. Vas-y rap game, la buckley c'est pas nouveau. Les négros me veulent du mal, je n'aurais rien fait. T'as le swag à Laurent, vous il flow à Camaro. Faites des planètes rap, tu sais pas ce que vous voulez. Booba dira que le morceau est pas du tout une attaque contre Rof, que quand il a besoin de citer un nom, il le fait, que le morceau datait d'il y a 7 mois auparavant, qu'il avait pas été fait ces derniers jours. Par contre, il avouera qu'on peut interpréter certaines phases contre Rof, qu'il a choisi ce morceau comme premier single de son album et de le sortir à ce moment-là, après les propos de Rof à la radio. À la base, ça devait être Caramel, le premier extrait de Futur. Il savait que ça allait faire réagir en le sortant à ce moment-là, il serait beaucoup plus impactant, il ferait beaucoup plus de chiffres avec, que de le sortir 6 mois plus tard. Booba s'est servi de l'attaque de Rof pour faire du business, pour maximiser la visibilité de son single et les ventes de son prochain album Futur. Sauf qu'en face de lui, il a un impulsif, il a un détraqué mental, qui attend ça depuis des années, une occasion en or pour s'en prendre à lui. Et les gens, ils connaissent Rof avant le rap. Ils savent que dans sa tête, il est foufou. Moins d'une semaine après, le 11 septembre 2012, Rof va sortir le diss track Wesh Zoulette sur la même instru que Wesh Moret de Booba. Et là, c'est l'explosion. C'est la déclaration de guerre officielle entre Booba et Rof. J'ai appris ton son, je l'ai customisé. Puisque t'ouvres tes fesses, qui n'est pas tenté de te sodomiser. Et là, stop! Parce que moi, à ce moment-là, j'ai 17 ans et je comprends absolument rien. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à écouter du rap en 2006, avec tout ce qui faisait le paysage rap de cette époque-là, mais surtout avec Booba et Rof. Et en 2008, Rof, il a sorti un album qui m'a traumatisé, qui s'appelle Le Code de l'Horreur. C'est simple, c'est un de mes 3 albums préférés de toute ma vie. C'est, voilà, à ce moment-là, j'ai 13 ans, et Rof est pour moi le meilleur rappeur français. Mais Booba, je l'aime bien aussi, il est très fort, il fait de la très bonne musique, mais je préfère Rof à Booba. Et sincèrement, dans l'ambiance globale du rap français, c'était un peu ça. Les gens préféraient Rof à Booba. Il y avait un mec qui s'appelait JF Kill, qui avait sorti en
2010-2011 un edit sur Booba et Rof. Le titre de la vidéo, qui se valait neutre, c'était Rof versus Booba, qui est le vrai numéro 1. T'es pas de mon niveau, t'es pile poil à la hauteur que ma jalousie veut m'arracher la couronne sur le trône en train de chier, l'assassin de l'album. La place est dangereuse, ça fait des rages. Je suis venu voir le king du rap. Je sais pas qui peut le tester. Bon alors le gars avait un parti pris de fou pour Rof, et vraiment la vidéo est très orientée, mais ça reflète l'opinion générale des gens de cette époque. Les gens préféraient Rof à Booba. Rof était plus populaire que Booba. Bon alors je me doutais que les deux ils s'aimaient pas, ça c'était un secret pour personne. Mais au point même où je crois que j'ai jamais envisagé quand j'étais ado un feat entre Rof et Booba. Et crois-moi quand t'es ado, t'en imagines des trucs absurdes. Mais là en 2012, je comprenais pas pourquoi ça pète d'un coup entre les deux. Pourquoi ça va aussi vite et aussi loin dans les propos. Là en moins de 10 jours, c'est la guerre. Bon alors pour le plus grand plaisir des auditeurs, ça c'était le divertissement à son max. Non, j'attendais tout ça dans ma vie. Clash Rof Booba, jamais j'ai vu ça. Et c'est vraiment la chose que je comprenais pas à l'époque, c'était pourquoi. Eh bien faut savoir que le froid entre Rof et Booba remonte à plus de 10 ans avant Wesh Zoulette et qu'ensuite il va se passer beaucoup de choses entre les deux indirectement. Donc dès le début, il y a eu ce problème là. Et c'est ça l'origine du froid, entre guillemets. On est en 2001. Booba et Rof sont deux jeunes rappeurs prometteurs du rap français, deux pépites qui sont en train de confirmer les attentes autour d'eux. Rof avait sorti 2 ans auparavant Le Code de l'Honneur, et Booba 1 an auparavant Mauvais Oeil avec Lunatic. À ce moment-là, Booba travaille sur son premier album solo, et Rof sur son deuxième, La Vie avant la mort. Et Rof, il kiffait Lunatic. Ils avaient déjà dédicacé en chanson. Non-stop, faut que je brasse des liasses quand je rêve de drive et des grosses gaufres. Un big up Lunatic, seul le cri paie. Tant qu'il paiera pas, voilà, y'aura pas de paix. Et Lunatic qui fait aussi la Mafia Cafri, le groupe de Rof. Au point même où Ali avait même demandé à Rof si c'était possible que Lunatic fasse partie de la Mafia Cafri. À l'époque, tu vois, les Lunatics, ils venaient nous voir avec Expression Directe, avec Rod Lion et tous les vrais au studio d'Avo. Ils disaient, Booba et moi, on veut rentrer dans la Mafia Cafri. Enfin bref, ambiance kawaii, toujours cute, tout le monde se kiffe. Du coup, sur son deuxième projet solo, Rof décide d'inviter Booba sur l'album La Vie avant la mort. Booba accepte, il fait son couplet, puis ensuite, va y avoir négociation entre le label 45 Scientifique de Booba et Hostile Records de Rof. En gros, le label de Booba demande une avance pour le feat. Après, quand on arrive au niveau de la négo, ils nous proposent donc 500 € pour le titre. On leur dit c'est pas possible. De là, il y a des alternatives qui leur sont proposées, comme récupérer les bandes du Crimpay pour compenser, puisque on savait que 500 € pour un featuring, en termes de contre-proposition financière, on ne pouvait pas aller très loin. Le label de Rof va proposer 2500 francs, soit 500 € d'aujourd'hui. Ouais, je te fais pas un dessin, hein, tu demandes une avance pour un feat, on te propose 500 balles, tu peux très mal le prendre, c'est un manque de respect dans un sens. Non parce que à cette époque-là, Booba, il sort quand même de Mauvais Oeil, un album qui s'est très bien vendu 1 an après ces événements, il fera disque d'or. En indépendant. Donc les 500 balles proposées à Booba, tu peux vraiment mal le prendre. Surtout que Hostile Records, ils ont de l'oseille. Le label de Booba va pas vouloir surenchérir financièrement. Pour eux, le point de négociation est beaucoup trop bas. On partait tellement de bas qu'on ne pouvait pas rebondir dessus. De 500 €, imagine, tu vois. Il n'y a jamais eu de contre-proposition financière de notre part. Bon voilà, donc il y a eu quand même une forte avance. Il a une demande de forte avance pour faire ce feat. Cette histoire de 50 000, c'est juste inventé. Moi, j'ai toujours dit, si on a demandé ça, on l'a forcément demandé par mail ou par fax ou n'importe quoi. Il existe forcément une trace écrite. Ils nous proposent donc 500 € pour le titre. On leur dit, c'est pas possible. De là, il y a des alternatives qui leur sont proposées, comme récupérer les bandes du Crimpay. Parce que le Crimpay était sorti en 96 sur une compilation de Hostile Records. Donc, c'est Hostile Records qui a les droits du Crimpay. Pas 45 Scientifique, ni Booba, ni Ali. Donc, en gros, ils auraient accepté l'avance de 500 € que si Hostile Records rendait les bandes du Crimpay. Ce que Hostile Records va refuser, et à partir de là, le point de négociation est au point mort. Après, t'essayes de négocier, de discuter, ça aboutit pas, quoi. Vous faites un peu les grippes-sous, comme on dit. Parce que quoi? Parce qu'on aurait dû... Donc il aurait fallu qu'on accepte 500 €, c'est ça? Je comprends, tu fais ton interview, mais voilà, 500 € pour un featuring, voilà, c'est de ça dont on est en train de discuter, hein. Le morceau ne sort pas, mais des morceaux qui ne sortent pas, il y en a plein dans le rap français. Quand Jean-Pierre Sec dit ça, c'est 13 ans après les faits. Ça fait des années qu'il bosse plus avec Booba, il a aucun intérêt à mentir. Je veux dire, il aurait pu dire, oui, c'est vrai, on a demandé 10 000 balles, on a eu les yeux plus gros que le ventre, on s'est planté. Là, non, il reste sur sa position, on nous a proposé 500 balles,
Point. Et toute cette situation, ça va énerver Rof. Lui, il veut juste faire son feat avec Booba, et il se retrouve d'un coup au milieu de négociations de labels, des négociations qui traînent, qui aboutissent pas, et au final, le feat va pas se faire. Rof, il se dit, mais attends, mais je me suis pas fait respecter là. Et donc le featuring s'est transformé en business contractuel. Je vais récupérer le cream pay sur mon dos juste pour valider mon feat avec toi. Mais moi, je suis pas venu pour le cream pay, je suis venu pour faire un truc entre deux mecs de rue. Après, on me dit oui, c'est Géraldo de ce 45 scientifiques, Jean-Pierre Sec qui ont pas voulu. Alors que Booba, c'était la star de son groupe. S'il voulait que le feat il existe, il aurait existé. Il est passé pour quelqu'un d'inaccessible, un peu comme un rappeur US. Tu vois ce que je veux dire? Et Rof, toute cette situation, ça va le faire gamberger. Parce qu'il y avait déjà des trucs chez Booba qui lui plaisaient pas trop. Il y a des petits trucs à droite à gauche qui faisaient tilt. Il faisait ah putain. Il commence à me dire ouais, bon vas-y, on fait le truc ensemble. Ouais, je suis en train de gratter grave, prétentieux. Je suis en train de gratter grave en ce moment. J'ai senti quelque chose, mais je pouvais pas te donner les mots, tu vois. Comme si il avait déjà le truc de je suis le boss, tu vois. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Vous avez déjà sûrement entendu des youtubeurs, des rappeurs ou autres être déçus de rencontrer certaines personnes qui regardaient ou qui écoutaient le travail depuis pas mal de temps. Tu peux être déçu de l'humain, ça arrive. Bah Rof, ça va juste cristalliser tous les doutes qu'il avait sur Booba. Et après, je sais pas si c'est lui qui l'a compris comme ça ou si on lui a dit de cette manière, mais Rof de cette histoire, il va juste retenir que Booba a demandé 10 000 € pour mon feat avec lui. Et là, on peut se poser la question, qui ment dans cette histoire? Qui dit la vérité? Vous voulez savoir c'est quoi ma théorie là-dessus? Elle est très simple. Est-ce que vous savez c'était qui le boss de Hostile Records à ce moment-là? Salut, c'est Benjamin. Vous êtes bien sur Stay Tune. Achetez les disques. Y'a Koumar qui me prêtait main forte. Quand je suis le vanille, je disais que je percerais pas parce que je suis Youssoufa moins fort. Ils vont me pousser dans un charter avec mes CD, mes shocks, ma wife. Benjamin Sulvani a baisé ma life. Gilet par balle sous le pull marine. Ouais. Nique les bâtards comme Jules Vaniche. Pour de l'argent, ils revendraient leur famille. Quand t'arrives en enfer, y'a Benjamin Sulvani. Donc déjà, trophée, vous pouvez nous huer, mais ça fait longtemps qu'on est là, messieurs, dames. Benjamin Sulvaniche est l'archétype type du gars de maison de disque. C'est-à-dire que la musique, il s'en fout, lui ce qu'il veut, c'est vendre des CD. Pour vous décrire l'homme, je vais vous donner un exemple. En 2002, Diams, qui est signé sur le label Hostile Records, prépare son second album solo, Brut de femme. Il y a une fusion donc avec EMI et tout, et le nouveau patron écoute l'album de Diams et il dit il y a pas de tube dedans. On repousse. Alors je sais pas si c'est Benjamin Sulvaniche lui-même ou une autre grosse tête de la maison de disques qui a décidé de repousser l'album, mais Benjamin était présent lors de la création du morceau DJ, le premier tube de Diams, et il va leur conseiller de prendre la phrase qui était perdu à la fin du morceau et le mettre en pré-refrain pour renforcer le côté musical et le côté efficace du tube. Et il dira par la suite, les gars, on va faire danser les campings! C'est une vraie phrase, je n'invente rien. Diams explosera avec ce single et Benjamin continuera à la pousser dans cette direction commerciale avec l'album suivant Dans ma bulle qui sera un raz-de-marée, 750 000 ventes, plein de singles. Diams est une superstar, c'est la superstar du rap français. Puis après vous connaissez la suite, Diams supporte pas le succès, elle explose en plein vol, burn-out, dépression, elle est internée en hôpital psychiatrique, puis elle trouvera la paix dans la religion et sortira un dernier album SOS avant de se retirer du monde de la musique définitivement. Benjamin Sulvaniche dira en interview pour l'ABCDR du son en 2015, certains vont dire Benjamin l'a trop poussé, je l'ai entendu hein, mais quand t'es une star, tu la pousses, et elle avait envie de donner. Et puis en France, faut toujours un coupable évident, facile, compatible, moi je m'en fous. Je sais qu'au final, toujours l'homme est seul. Il fait ses choix, il subit, il agit, il cartonne, ou il se plante, mais il est seul. Je te rappelle que moi, je suis un vrai libéral. Je crois en la responsabilité individuelle. On peut dire que Diams, elle avait le choix, elle est allée dans cette direction d'elle-même, qu'elle a pas supporté le succès, et qu'au final, c'était pas fait pour elle, et que tout ça, c'est juste de sa responsabilité. Mais on peut aussi dire que le patron de son label l'a toujours poussé plus vers l'exposition, les médias, les tournées, privilégiant la rentabilité maximum de sa poule aux œufs d'or plutôt que d'avoir une once d'empathie pour sa santé mentale. Un mot qu'il doit certainement pas connaître, ignorant tous les signes, indices, annonciateurs de son burn-out. Quand Diams a fini Dans ma bulle, et que Benjamin devait être à côté en train de se frotter les mains à penser à tout l'argent qu'il allait faire, elle lui a fait écouter une chanson qu'elle jouera d'ailleurs pendant sa tournée, elle lui a fait écouter La Gamberge. Mal dans mes Nike, en pleine crise d'adolescence. J'ai beau grimper dans les ventes, je ne pense qu'à la descente, ouais. Trop cérébral, trop triste pour un seul homme. Alors je reste seul, comptant mes peines au microphone. Quand on lui parle de Diams aujourd'hui, il répond qu'elle lui doit encore un album par rapport à son contrat. Et c'est cet individu qui a très certainement géré le deal Booba-Rof en 2001. Alors bien entendu, il y a très peu de chances que ce soit lui qui ait négocié en direct le deal, mais c'était lui le boss du label de Rof. C'est lui qui donnait les feux verts ou non pour certains budgets. C'était lui qui était décisionnaire à la fin. Et je peux vous jouer à très peu de choses près la négociation du deal Rof-Booba. Ouais, allô Augustin, ça donne quoi le feat avec Booba? Il va être payé pour la chanson?
Elle propose 500 balles, comme ça, grand max, on crache 1000 balles. Ouais. Tu trouves que 500, c'est pas assez? Il va les bandes du Crimpé en plus? T'es fou, ça va me rapporter encore un pognon de dingue, ce truc. Dis-leur non, c'est 500 ou rien? Oui, allô, Ousni? Oui, le feat avec Booba? Non, trop chaud, le gars a demandé 10 000 € pour la chanson. Hein. Maintenant, tu comprends, on peut pas donner autant. En plus, le gars, c'est personne. Il se prend pour un Américain ou quoi? J'adore l'argent! Alors je suis conscient que j'ai absolument aucune preuve de ce que j'avance, mais quand je prends le tableau large de tous les protagonistes présents dans cette histoire, qui serait le plus amené à être malhonnête? Je veux dire, moi, Rof, je le crois, je pense vraiment sincèrement qu'on lui a dit, le label de Booba a demandé 10 000 balles, qui s'est dit non mais oui c'est sûr, le gars il s'est pris pour Jay-Z, le gars il a la grosse tête. Du côté de Booba et de son label, pareil, parce que sinon Booba, crois-moi qu'il aurait flex depuis longtemps en disant ton label a pas d'oseille, t'es fauché. Et pareil, le label de Booba, je vois pas pourquoi il mentirait avec le temps, ils auraient assumé je pense le fait que on a demandé trop, c'est pas passé. Donc, quand je prends tous ces gens présents, qui serait le plus amené à mentir et un bras manipulateur, et dont c'est le métier? Pour moi, c'est l'évidence. Le problème dans cette histoire, c'est Benjamin Chulvanich. Enfin bref, qu'importe qui ment ou pas, le feat entre Rof et Booba se fera pas. Et d'ailleurs, bon, je l'ai pas dit, mais en fait, il y a aussi Rimka qui est sur la chanson depuis le début. Puisque j'ai pas pensé que c'était important dans l'histoire pour l'instant. Rimka de la Mafia Cafri et du 113 qui a aussi posé un couplet. Et d'ailleurs, le son fuitera quelques années plus tard sur internet. Ouais gros, c'est creux pour les braves réglos. Eh poto, comment ça ils viennent de la rue? C'est nous la rue. Oh, c'est nous qu'on arrose, c'est nous la ruse. Comment ça on rentre pas? C'est nous qu'on flingue. On l'a plié en studio avec Rimka, on a posé le son, et qu'il était cuit et qu'il a dû retourner poser quelques jours après sans qu'on y soit. Alors, dans un langage plus modéré et proche de la réalité, je pense que Rof a posé son couplet en premier, et qu'après, quand il a réécouté le son avec le couplet de Booba et de Rimka, il s'est dit qu'il allait le refaire pour mieux coller à l'ambiance générale du morceau. Et peut-être aussi, il s'est dit que les mecs, ils avaient plié vraiment un truc costaud et qu'il fallait faire refaire son couplet. C'est des choses qui arrivent, il y a rien d'exceptionnel. Mais ce qui va aussi énerver Rof à cette période-là, c'est le fait que Booba et Rimka vont quand même faire une chanson ensemble, sans lui. Mais les expultières, mon gros, ce pédozo ne représente pas ce qui plaisante. De la banlieue, on connaît les ficelles, les strings ficelles. Mafia qu'un free 9-4 official, ici y a pas de fashion. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un extrait de ce son que Dinos samplera pour l'intro de son album Taciturne, On meurt bientôt. Je vis son grand arrêt, me demande à quoi sert une maison d'arrêt. Les jaloux disent qu'on meurt bientôt, à ce qui paraît. Je vis son grand arrêt, me demande à quoi sert une maison d'arrêt. Les jaloux disent qu'on meurt bientôt, à ce qui paraît. Après perso, je trouve un peu bizarre que Rof en veut à Booba et à Rimka d'avoir fait une chanson sans lui, parce que la chanson ils l'ont fait en 2003, soit 2 ans après cette histoire de feat annulé. Et puis si à ce moment-là, Rof en veut vraiment à Booba pour l'histoire du feat annulé, ça doit savoir autour de lui que c'est pas bon délire de collaborer avec Booba, parce que Rof a un problème avec lui. Le problème c'est qu'il n'y a pas que Rimka qui a fait une chanson avec Booba, énormément de membres de la Mafia Cafri ont fait des chansons avec Booba. Il y a Mokobe qui va faire un feat avec Booba en 2009, il y a Demon One et Dry, les 2 membres d'Intouchable qui en 2006 vont être présents sur Westside. Kerry James va aussi faire une chanson avec Booba. Oui, tu as bien entendu, il y a une chanson Kerry James Booba qui existe sur cette planète. Voilà une combinaison qui les étonne, c'est soit street, lourd, et ça te laisse des tonnes. Mec meurt, appuie sur rec, entend, contre nous tu as trop longtemps, je chope Alzheimer, direct. L'autorité une grosse guesse mère, ma gorge un gros geyser, qui sent ton flow pue la dose de mes airs. La chanson est présente sur la compilation Street Lourd All Stars, une compilation qui est à l'initiative de DJ Mosco, Teddy Corona et Mistaflo, 3 membres de la Mafia Cafri. Donc voilà, Booba il a jamais fait partie de la Mafia Cafri, mais il a tellement de faits de collaboration et de chansons avec eux que c'est tout comme. Mais Rof en voudra qu'à Rimka d'avoir fait une chanson avec Booba 2 ans après leur histoire de feat annulé. Bon, c'est peut-être un peu exagéré 2 ans après, mais c'est son droit, il a le droit d'être vexé, voilà. En 2003, Booba est de nouveau incarcéré. Pour la première fois, tout le monde est au courant, c'est pour son histoire de braquage de taxi en 97. Il sera condamné à 4 ans, mais fera au final que 18 mois. 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. Sa seconde incarcération, ce sera en 2002. Il sera accusé d'avoir tiré plusieurs coups de feu à la sortie d'une boîte de nuit. Il fera 3 mois de préventive. Et là, cette fois-ci, pour cette 3e incarcération, il a été contrôlé au volant d'une voiture volée et il fera 1 mois de préventive. Ouvrez les portes du pénitencier. Mais le mois de prison préventive qu'il fera en 2003, il le fera à la prison de Nanterre, dans laquelle est aussi incarcéré le petit frère de Rof, Iqbal. T'es fou comment des fois le monde c'est tout petit. J'étais à Nanterre en 2003, bâtiment C. Alors en 2003, Iqbal est bien entendu au courant du feat annulé avec son frère. D'ailleurs c'est même lui qui a dû lui raconter l'histoire, et je pense pas que ça devait être une histoire très avantageuse pour Booba. C'est-à-dire que le gars il l'a jamais rencontré, mais de base il l'aime pas trop. Et vu qu'il est fait dans le même bois que son frère, il doit pas aimer la façon d'être de Booba. Il doit pas aimer la manière qu'il a de se mettre en avant, de se comparer à Rof. Dans sa tête il trouve arrogant lui aussi. Il aime pas ça. Sami Sizi, c'est un rappeur proche de Booba qui était aussi à la prison de Nanterre avec lui à ce moment-là. Il y avait tout le monde à la prison de Nanterre en 2003. Donc lui, il va forcément souligner le côté positif de son incarcération avec Booba. Avec l'homme qu'on appelle Sazamizi,
posé là calmement avec son deuxième homme qu'on appelle Cariste, posé calmement. J'étais en promenade avec Booba quand j'étais en prison. Ah, donc tu dis que t'étais en prison avec Booba? Ouais, j'étais en prison avec Booba. Il était en galère. Il avait peur. Parce qu'il entendait par les fenêtres, les gens l'insultaient. Booba l'ourson, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu dis que t'étais en prison avec Booba. Ouais. Oui, Booba, il joue la tapette en prison, tout ça. Je vais t'expliquer une chose. Une Booba, petite réponse. Je le connais depuis 1996-97, on va dire. Eh ben écoute, je l'ai jamais vu se faire mettre à l'amende. Quand j'étais en prison, les gens, ils venaient devant lui rapper. Et des mecs, ils venaient devant Booba, ils faisaient leur freestyle. Mais moi, sur Coran, j'avais honte pour eux, bravo. Sérieux? Sur Coran, j'étais gêné parce que, je t'ai dit, il y a même des gens, ils loupaient le parloir avec leur daronne pour voir Booba. Moi, ils arrêtent. Moi, au bout de 2 jours de promenade avec lui, j'ai vu que c'était un sale môme. Moi, j'ai vu que c'était un trou du cul. J'ai arrêté de tourner avec lui. Bon, après, il y a quelques suceuses qui est normal, tu vois ce que je veux dire. J'ai vu que c'était un mytho. C'est pas un mec en principe. Et je pense que tout ce que dit Samy Sizi ou Iqbal est vrai. C'est juste que chacun a un parti pris et donc ils accentuent sur les points qui les arrangent. Booba c'était déjà un rappeur connu à cette époque-là, donc c'est pas surprenant si des gars ont essayé de le provoquer en chantant le générique du dessin animé. Et je pense aussi que des gars rappaient vraiment devant lui en espérant se faire remarquer pour un feat ou je sais pas quoi. Tout comme cette histoire où on aurait fait chanter Booba au barreau de sa cellule. Là c'est vraiment libre à l'interprétation. Soit tu te dis Albolos, on l'a vraiment fait chanter au barreau de sa cellule, c'était une victime, ou soit tu te dis t'as un stylé Booba qui doit rapper au barreau de sa cellule en 2003 après temps mort, mais je veux voir ça, ça va être exceptionnel. Sauf que tout ça, il va le raconter à son frère. Booba, il se compare à toi, il veut faire des trucs avec nous, en prison, c'était un bolos, il avait peur. Bref, il conforte Rof dans son opinion. Booba, c'est un bouffon. En 2004, Booba sort Panthéon, son deuxième album solo. C'est l'album qui va l'installer comme une star du rap français, notamment grâce au single numéro 10. À aux opères, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Il vendra 200 000 CD, il tournera en radio et fera ses premières télés. Et 2 mois plus tard, Rof, lui, sortira son 3e album solo. Il sortira La Fierté des Nôtres, qui est un double album rempli de tubes et rempli de classiques, qui est considéré pour beaucoup comme le meilleur album de Rof. Et il en vendra 300 000 exemplaires. Je fais mon entrée au port du rap comme le Queen Mary. Succession de drames, de quoi faire chialer Mary J. Hey yo c'est Ousni, encore un soldat de vitré. Rien à foutre ton car tu sors de son prix. On veut Rodka comme l'état, mais rien que le frère tombe et se plombe. Craigne pas, c'est l'enfer, les supplices de la tombe. Pour les gros et les petits torses 94, la gros elle fait une Corse 94. Le rap français on le mate, depuis l'époque où je puis craver mes barrettes à la fac de Tolbiac. Moi fuck, ça se fait hard. Rof était déjà devenu une star avec l'album La Vie avant la mort. Là, il devient une superstar du rap français. Et dans cet album, comme dans le suivant, Au-delà de mes limites qui est sorti en 2005, Rof aura plusieurs pics pour Booba dans certains morceaux. Et il confirmera d'ailleurs des années plus tard, après 2012 et le début des Clash, que c'était en effet pour Booba. Et à partir de là, les pics ont été envoyés. T'es pas de mon niveau, t'es pile poil à la hauteur de ma huc. Tandek, les yeux rien que sabrés, ta carrière en train de sombrer sur marbré, calibré, sabré. T'es ridicule, comme Dragon Ball avec du recul. Le ghetto voit que t'es un mytho comme Hercule. Là c'est un mytho, c'est Hercule. De Dragon Ball Z. T'as vu Dragon Ball Z, le mytho Hercule là? Je suis très loin devant toi, hardcore avant toi. Café Mafia avec des numéros 23. Moi, 9-4, numéro 23, ma gueule, numéro 23, Jordan. Ah ouais, numéro 18 aussi. Que des numéros 10 dans ma team. Tu m'as reconnu, tu m'as sucé, dans ton bâtiment c'est. Ah, excusez, je me suis pas présenté. C'est IKBAL pour tous mes thugs. Ouvrez les portes du pénitencier. Les ondes d'arrêt des hauts. Le mec, je l'ai vu en prison, il faisait pitié, il avait pas d'argent, il m'a appelé, c'est pas moi, tu vois, il m'a reconnu, il m'a sucé la bite. Et parmi toutes ces piques lâchées sur différents morceaux par Rof et Iqbal, il y a un autre frère de Rof qui va aussi s'en prendre à Booba. Oui, il y en a encore un autre, Esco, rappeur extrêmement nul, top 10 des pires rappeurs de l'histoire du rap français. No cap. Je me sens mal, j'ai la nausée, j'ai l'impression que je me transforme. Anormal. Est-ce que vous êtes sur scène? Hors norme. Un loup-garou, milou, Esco. T'as l'écro, t'es pour de l'intro. Un loup qui hante la bergerie. Un loup qui hante le rap français. Ça, c'est les ambiances. Ouais, t'en penses quoi? Ouais, je la refais, vas-y gros. Pardon, je rectifie. Top 3 des pires rappeurs de l'histoire du rap français. Esco, qui vivra très mal le fait de vivre dans l'ombre de son frère Rof toute sa vie, il essaiera d'attirer l'attention sur lui et sa musique de la manière qu'il peut, en s'attaquant à plusieurs reprises à Booba en vidéo en 2007. Booba, le mytho, hein, tout ce que tu racontes sur la banlieue, tout ça, j'y crois pas un mot, t'es un mytho. La braqueuse de taxi là. Booba.
t'es pas un braqueur. Maintenant, prends la chose vue de l'extérieur dans le contexte global de l'époque. T'as le frère de Rof qui s'en prend à Booba dans plusieurs vidéos, l'autre rappeur numéro 1 auquel il est souvent comparé. Rof, ça va l'énerver. Son frère, il est complètement ridicule, il utilise son nom pour exister et attaquer d'autres personnes. On pourrait croire que Rof passe par son frère pour essayer de faire passer des messages. Du coup, il va régler la chose en famille, il va casser la gueule à son frère. Un mode de fonctionnement familial différent, je vous l'accorde. Esco aura la haine et décidera de se venger en montant une sorte de plan anti-Rof où il servira d'indic au groupe de MC Jean Gabin, avec qui Rof, Kerry James, le groupe TLF et une partie de la Mafia Cafri étaient en embrouille depuis 2003 et le titre Je t'emmerde, la fameuse chanson dont on a parlé dans la dernière vidéo. Esco renseignera du coup le groupe de MC Jean Gabin sur la position de ses frères et notamment de Iqbal et Alain Delombre à qui il avait donné rendez-vous. Ces derniers se feront tabasser par le groupe AMC Jean Gabin, ce qui va rendre Rof complètement fou. J'ai confiance qu'à chaque fois que je te parle de Rof, une fois sur deux, je fais pour te dire qu'il est énervé ou qu'il est complètement fou. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que sera tournée la fameuse vidéo de l'appel. Je vais te montrer moi, les gros porcs, les musclés, les pousse la fonte, enculé, pousse encore, je vais te la pousser moi, pousse encore. Bon, de là, il y aura des bagarres entre la Mafia Cafri et le groupe MC Jean Gabin. Rof, avec son frère Esco, organisera un rendez-vous de réconciliation au Quick de Vitry. Endroit très important du rap français, hein, si un jour vous y allez. Prenez des photos, envoyez-les-moi, j'adorerais. Sauf que dans le contexte de l'époque, Rof se déplaçait armé, et à un moment donné où il décida de remettre son arme en place, Esco verra l'arme, prendra peur, et partira en courant, et il portera plainte à la police. Rof ira en prison suite à cette histoire, puis il sortira de prison pour sauver le Bercy de 50 Cent, enfin bref, c'est une autre histoire, mais ça donnera des phases classiques sur le morceau Testament. Une petite larme émotive pour la daronne à plat la barre, comment plaider contre l'un de ses fils, coller les risques le placard. Prends pas ton grand frère pour rival, mais pour exemple, sache que si on te regarde un peu, c'est parce que tu me ressembles. Pourquoi tu cours en criant police au secours? J'allais pas te tirer dessus, mais peut-être te crosser par amour. Alors, pour en revenir à notre histoire, Booba ne répondra jamais à Esco. D'ailleurs, je sais même pas si un jour il a su qui c'était. Parce que moi je suis un Darkman, homme de l'ombre, comme dit MX. Moi je fais le loup. Mais il répondra pas non plus à Iqbal ou à Rof, parce que déjà, à aucun moment son nom est sorti, pour lui il a pas de raison de répondre, puis surtout lui, quand il lançait des pics, c'était globalement à tout le rap français. Les rappeurs ont le cul gercé depuis que j'exerce. Les rappeurs m'envient, sont tous en galère. Un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie. Oh. Il restera concentré sur la sortie de son troisième album solo, Westside, sorti en 2006, qui sera son plus gros succès des années 2000, qui est un album rempli de classiques et de tubes. Il en vendra 500 000 exemplaires. Si Panthéon avait fait de lui une star, Westside va faire de lui une superstar du rap français. Bordel, quand on rentre sur la piste, comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Depuis le crime paie, zéro défait, la pêche. À quoi sert d'être célèbre sans le mériter? Et à partir de là, ça va être la comparaison constante entre les deux, que ce soit dans les médias, en interview. C'est eux les deux mastodontes du rap français, c'est eux deux qui se revendiquent être numéro 1. Et c'est pour ça qu'en 2008, quand Booba préparait la sortie de 09 et que Rof lui allait sortir le Code de l'horreur à la même période, il se dit « Attends, mais il y a un truc à faire. On peut faire comme aux États-Unis, comme Kanye et 50 un an auparavant, et on sort nos albums le même jour. Comme ça, on fait de la promo ensemble, on met nos albums en concurrence, et comme ça, les gens, ils achètent les deux. Booba, il voit vraiment la chose à l'américaine. C'est vraiment, viens, on fait du business ensemble. On s'en fiche qu'on s'aime pas trop, les différents, tout ça, c'est... s'en fout, viens, on fait de l'oseille. Il y a un billet à faire. Et Rof ne va pas du tout kiffer la proposition, jamais dans sa tête il acceptera de faire un truc comme ça avec Booba, que ce soit dans la musique ou en dehors, hein. Booba il aime pas, il fera jamais de truc avec lui. Et Booba, via des intermédiaires, apprendra que la proposition, elle est pas trop passée et décidera de retirer l'offre en disant vas-y, tranquille, c'est bon. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Je connaissais un ami à lui qui me disait ouais il a pas apprécié machin, donc par rapport à son ami, j'ai dit bon, j'ai abandonné l'idée. Est-ce que ça empêchera Rof d'envoyer de nouveaux dépics à Booba dans ce nouvel album? Pas du tout. Des armes en photo, ils revendiquent la 09. Que tu bluffes avant son succès, il gérait 0 meuf. Il perd son sang-froid, exprime sa jalousie devant une groupie qui porte du destin, qui font un style. Alors Rof se défendra en interview en disant que le morceau a été fait des mois avant que Booba annonce que son album s'appellera 09 et qu'en plus 09 c'est un terme qui est largement utilisé dans le rap. Et personnellement je le crois, c'est comme pour Wesh Moret de Booba, pour moi c'est des morceaux qui datent de bien avant des histoires et qui sortent à un timing où tu pourrais croire qu'il y a des punchlines ou des phases qui sont faits pour l'un ou pour l'autre. Enfin après du coup avec du recul, fort heureusement pour Booba, Rof a refusé la proposition parce que le Code de l'horreur se vendra à 300 000 exemplaires et sera considéré comme l'un des meilleurs albums de Rof et 09 à 100 000 exemplaires et sera considéré comme l'un des pires de Booba. Donc voilà, des fois, le destin fait bien les choses, j'ai envie de dire. J'ai bien fait parce qu'il avait vendu plus que moi. C'est marrant que tu dises ça hyper honnêtement.
Bah, les chiffres ne mentent pas, je peux pas, c'est la vérité. Alors la dernière source de tension ou de divergence entre eux, elle est moindre, mais elle a dû jouer quand même un petit rôle dans toute cette histoire, c'est Maeva Anissa. Alors non, du coup je t'arrête tout de suite, à aucun moment ils se sont battus pour la même meuf, je te jure il manquerait plus que ça dans toute cette histoire. Maeva Anissa à la base c'est une pote de Booba au début des années 2000, et vraiment c'est vraiment juste une pote de Booba, elle a toujours insisté là-dessus, et crois-moi que Booba il aurait flex si ça avait pas été le cas. Ils traînaient de temps en temps en soirée ensemble, et Booba lui demandait si elle avait des copines à elle qui pourraient jouer dans ses clips. D'ailleurs, je crois que elle aussi, ça a dû lui arriver de jouer dans ses clips. C'est pas impossible qu'on la voit dans le clip de Strass et Paillettes. Mais j'ai absolument aucune preuve, encore une fois. Elle se mettra en couple avec Rof au milieu des années 2000. Ils auront d'ailleurs un enfant ensemble. Et Maeva travaillera ensuite pour TF1 dans l'émission La méthode Koé. Et un jour, il y a Booba qui est invité. J'ai fait un truc pas bien du tout sur la méthode Koé. Je sortais avec Ousni, avec Rof. Ça faisait 6 mois que j'étais avec lui et il m'a dit, Ousni, il m'avait dit s'il y a Booba, je te préviens, c'est même pas en rêve, tu vas faire. Tu mets pas le capteur. Voilà, tu mets pas le capteur et tu vas pas, parce que Koé, il me disait toujours, alors qu'est-ce qu'il chante comme chanson? Qu'est-ce qu'il chante comme chanson un tel? Il m'a dit, tu réponds même pas, je te préviens, c'est mort. Ils étaient déjà ennemis, tu vois. Donc j'ai dit, merde, comment je vais faire? Faut vraiment. Puis tu vois, comme je dis souvent à mes amis, je suis une merde en amour, je suis un peu une bouffonne. Et du coup, je l'ai écouté. Et quand Koé m'a dit, donc Booba, il était content. Il s'est dit, oh, il y a ma pote, elle va me faire une promo de fou et tout. Ah, ouais. Je l'ai tellement déçu, Booba. Et Booba, il arrive, et je vais pour lui mettre le capteur. Et Koé, il me dit, tu connais Booba, Maeva. Toi, c'est la street. Tu sais, il rigole, il se moque de moi. Il me dit, qu'est-ce qu'il chante, Booba? Et là, je regarde, je fais, ah non, moi, j'écoute que Rof. Ah ouais. Ça avait dû faire un tollé, ça, à l'époque. Ils ont tout coupé. Ils m'ont convoqué là-haut. Ils m'ont dit, c'est simple. Dernière fois que tu fais un truc comme ça. Le manager de Booba, là, il a pété un plomb. C'est quoi ça? C'est pas propre. Parce que t'avais tout public que j'avais chauffé. Ouais, Rof! Oh là ils ont coupé cette séquence. Ah, ils ont coupé cette séquence. Et ils m'ont interdit de venir mettre le capteur à Booba, du coup. Booba, il est passé à côté de moi, il a fait... Maeva et Rof se sépareront dans les années qui suivront. Il y aura apparemment des histoires comme quoi Rof refusait de payer ses pensions alimentaires et Maeva décidera de se venger comme elle peut en affichant son comportement dans diverses vidéos. Il met Foulek, Vitry, Padré du rap game, Cassos for life, il entoure Caïs, beau gosse, ferme ta gueule, t'auras rien. Anissa et Rof, Doug mariage mytho. Elle affichera aussi des photos d'elle sur son Facebook avec un t-shirt uncut au moment où il y aura le clash entre les deux. On a vu des photos de toi circuler sur internet avec des t-shirts uncut et on te voit faire la promo de Booba à fond. C'est quoi les t-shirts uncut pour ceux qui savent? Voilà, alors explique-nous un petit peu, voilà. Ce que j'aime bien chez Booba, c'est qu'il reste vrai et fidèle à lui-même, il ment pas, il cache rien, il est transparent. Et quand elle quittera Énergie 12, elle fera un remix de DKR. C'est pas la télé qui me quitte, c'est moi je quitte la télé. J'ai clashé des gens. Alors cette histoire m'explose de rire, c'est vraiment le pressing qu'elle met sur le père de son fils qui refuse de payer la pension, il est extraordinaire. Franchement bravo à elle, c'est très très drôle le moyen de se venger. Voilà globalement ce qui s'est passé entre eux avant l'explosion de leur clash en 2012, mais faut bien comprendre qu'en termes de statut, Rof dans les années 2000 a toujours été légèrement devant Booba. C'est lui le numéro 1 dans la tête de la majorité du rap français. Il était constamment à sortir des trucs, constamment il y avait un tube qui tournait. En 2004 il sort un double album, en 2005 il sort un double album, en 2007 il sort une réédition plus une mixtape. Et en 2008, avec le Code de l'horreur, il fera le plus gros démarrage de toute sa carrière. Disque d'or en une semaine, 58 000 copies vendues en 7 jours. En pleine crise du disque. C'est lui la superstar du rap français sur cette décennie-là. Trop de tubes, trop de classiques. Booba, c'est simple, il peut rien faire face à la surproductivité de Rof. Mais on peut déjà voir deux tendances distinctes se dessiner entre eux au niveau de leur relation. Rof, on sent un profond désamour pour Booba. Là-dessus, c'est un secret pour personne. Booba, il l'aime pas. Il le méprise et il va le piquer plusieurs fois dans sa musique ou même en interview. Il va vraiment plusieurs fois lui manquer de respect. Mais bon, en même temps, il me doit rien, je me dois rien, t'as vu? Il fait sa vie, je fais la mienne, hein, je me porte pas plus mal. Il fait sa vie, je fais la mienne. Voilà, on n'est pas des potes, c'est clair. Booba, de son côté, j'ai beau avoir fouillé, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu. Il va être en froid avec lui suite au pic, mais il va jamais rien faire à son encontre. Il va jamais répondre à ses pics ou à ses provocations, il va jamais lui manquer de respect autre que potentiellement durant leur histoire de feat annulée, et encore une fois, s'il a joué un rôle là-dedans, et même pire, il va faire un pas vers lui en 2008 pour faire du business, et le refus de Rof va juste confirmer le froid qu'il y a entre eux. Et donc, en 2012, Booba et Rof sont des superstars. Ils ont avec eux
le prestige de leur année 2000. Ils sont parmi les derniers de leur génération à être encore des têtes d'affiche. Quand tu penses au numéro 1 du rap français à ce moment-là, globalement, tu penses à l'un ou à l'autre. Les deux sont vraiment au sommet à ce moment-là. Et c'est à cet instant précis que va exploser entre les deux la plus grande guerre, le plus grand clash de l'histoire du rap français, avec comme point de départ Wesh Zoulette. Donc voilà, maintenant, normalement, vous et le moins de 17 ans, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi Rof a sauté sur la première occasion venue pour s'en prendre à Booba. Et sur Wesh Zoulette, il y est pas allé de main morte. Wesh Zoulette, wesh Zoulette, wesh Zoulette. Alors une zoulette, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est une manière péjorative de désigner une meuf de banlieue. Alors c'est une expression qui est passée de mode depuis pas mal de temps, enfin c'est quasiment plus du tout utilisé, mais c'était encore d'actualité quand Rof a fait son diss track, et Rof il continuera à utiliser ce terme pour désigner Booba, que ce soit dans des morceaux ou en interview, c'est vraiment en mode même pas je dis ton nom. Dans un clash, dans un diss track, dans un battle de ce que tu veux, quand deux rappeurs veulent s'insulter, la chose la plus évidente qui est souvent mise en avant, c'est le physique de l'autre. Prendre un élément quelque part et le tailler dessus. Et c'est ce que Rof fera avec Booba, en taclant notamment sur le fait qu'il se met très souvent torse nu sur scène pour mettre en avant son physique musclé. Pour lui, c'est un comportement qui est bizarre. T'as le swag du 15 de France ambiance, meilleure couleur, mais de l'huile. Fonce des sur scène en mode striptease. La ref du 15 de France, c'est par rapport au calendrier Les Dieux du Stade, qui est un calendrier érotique dans lequel tu vas avoir des rugbyman qui sont torse nu. Ils sont tout nus, voilà, il y a juste des ballons de rugby qui cachent leur tub, voilà. Et Rof va comparer Booba à eux en mode « Ah, vous avez vu le stripteaser ?» Et ça, c'est une réflexion quand même assez française. Parce qu'aux États-Unis, que ce soit dans le sud ou sur la côte ouest, bah vu qu'il fait chaud, les mecs sont souvent torse nu, que ce soit dans la rue ou dans leur trap house, leur maison piège. C'est un mode de vie presque, et qu'importe que tu sois maigre, que tu sois musclé, que tu sois gros, les gars sont torse nu. Et c'est pour ça que Booba est torse nu dans ses clips ou dans ses concerts. Il kiffe le délire. Il s'identifie à cette culture et c'est pour ça qu'il fait comme eux et qu'il se met torse nu. Mais dans le rap français, dans l'ambiance ou dans les mentalités, on pense pas pareil. Bon, parce que déjà chez nous, il fait beaucoup plus froid, c'est compliqué de se balader constamment torse nu. Mais aussi parce que dans la tête de beaucoup de rappeurs de la génération de Rof, ils vont faire le parallèle avec l'homosexualité. En mode, ah, il se met tout le temps torse nu, il est musclé, huilé, il est gay. Bizarre avoir deux boucles d'oreilles ici, là. C'est le truc des marins, là. Les marins, quand ils étaient homo, bah c'était les signes. Tu sais, ils mettaient les trucs ici, là. Donc t'es un mec bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des zoulettes, mais pas à notre table. Non, par contre, la remarque pertinente que fera Rof sur le physique de Booba, c'est sur le fait qu'il a des jambes fines. Super gonflé d'en haut, subhanallah, jambes de coca. Alors Booba, lui, bon il a pas le choix, hein, ça c'est sa génétique, hein, il peut se buter autant qu'il veut au niveau de ses jambes, elles resteront plus ou moins fines, mais du coup, qu'ils y peuvent quelque chose ou pas, ça change rien qu'au fait que ça fait rire les gens. Il y a un décalage entre l'image du mec musclé qu'il veut montrer et le fait qu'il a pas des jambes impressionnantes. Puis ça ramène aussi au cliché du mec qui va que à la salle pour faire le haut du corps et qui fait jamais les jambes. Muscu de beauf que les bras les pecs. Cette critique sur ses jambes qui sont fines, c'était quelque chose qui était jamais sorti auparavant, et ironiquement, je pense c'est la phase du morceau qui restera le plus dans les années qui suivront. Encore aujourd'hui, quand il y a des mecs qui sont en embrouille avec Booba, ils parlent de ses jambes qui sont fines. Autre chose sur laquelle Rof va tacler Booba, c'est sur le fait qu'il se prend pour un Américain. C'est pas New York, ici c'est Paris, t'es pas là, je suis pas Jay-Z, arrête de thug life, Tupac se retourne dans sa tombe. Et ça, je pense, c'est un des points centraux de la haine de Rof pour Booba. Booba, c'est quoi? Booba, c'est l'arrogance, c'est les tatouages, c'est les muscles, c'est les clips léchés qu'ils mettent en avant, gros bijoux, grosse voiture, grosse bibibiatch. J'adore mon métier. Booba s'est beaucoup inspiré de 50 Cent depuis 2004, et Rof avait déjà fait une pique là-dessus sur le code de l'horreur. Aucune contradiction, interprète à ma façon, c'est pas 50 que je fuck, mais plutôt c'est contrefaçon. Et cette imagerie, ces textes exagérés, romancés, Rof il déteste, il peut pas, lui c'est vraiment, mais vous voyez bien qu'il ment, c'est pas possible, c'est un menteur, il a pas fait ça dans ses textes. Pour lui c'est pas comme ça quand on fait du rap, pour lui ça doit être réel, tu dois dire ce que tu fais pour de vrai. Rof, c'est un gars de la rue, il a grandi dans une certaine précarité, il a un vécu. La Mafia Cafri, c'était pas qu'un nom de groupe. Ils étaient autant dans la musique que dans les activités illégales dans les années 90. Ah mais dites-vous qu'il est tellement matrixé par être dans le vrai et la street crédibilité qu'après 2003, il va quitter la Mafia Cafri. Parce que la Mafia Cafri était plus dans les activités illégales. Pour lui, c'était plus la Mafia Cafri. Ça n'avait plus de sens. Mais pour moi, la Mafia Cafri, elle devrait s'appeler comme ça que si c'était la Mafia Cafri d'avant. Aujourd'hui, la Mafia Cafri, c'est plus la Mafia Cafri.
C'est une des choses les plus importantes pour lui dans sa vie, c'est être authentique. Alors que Booba, lui, il a grandi à Boulogne-Billancourt. Il est issu de la classe moyenne, il n'a pas grandi en cité. Vous avez sûrement déjà vu des photos de lui qui faisait du cheval, et le fait aussi que son amour pour le rap est venu après un voyage aux États-Unis. Je vous fais pas un dessin, un voyage aux États-Unis, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Booba, il a pas grandi à 7 dans un 2 pièces, il a pas connu les frigos vides ou les huissiers. Faut pas non plus croire qu'il était riche, mais il était pas pauvre non plus. Il était juste issu de la classe moyenne. T'as goûté le Nutella, t'étais gamin. T'as mangé des BN, t'étais gamin. On mangeait les sous-marques. Tu sais c'est quoi toi la pauvreté, Kharaï? Et je vous fais pas un dessin, je sais même pas si dans la mafia Cafri ils ont déjà vu un cheval en vrai. Alors prendre l'avion pour aller aux États-Unis, Et ce vécu de Kaira, Rof va jamais vraiment s'en vanter dans sa musique. Enfin du moins, pas énormément. Il y aura un peu d'ego trip forcément, c'est un rappeur, mais c'était plus pour le rappeler comme des faits. Il a un vécu, il a connu la rue, il a connu la galère. Quand Rof dit qu'il a fait quelque chose dans sa musique, c'est vrai. Et c'est une vision 100% rap français, 100% authentique, 100% street crédibilité. Et à côté, Booba, je vous fais pas un dessin, c'est l'entertainment à l'américaine. C'est le divertissement à son max, c'est stylé, que ce soit dans les textes, dans le clip, dans la musique, Booba vend du rêve. Tu vends plus de rêves que de CD, ma gueule. Fake des orteils à la calvitie. Vrai de vrai, dans le rap game, y'en a trop peu. En plus, lui, il est pas dans la religion comme Rof, qui se veut être humble, quelqu'un avec des valeurs, qui apporte un message qui montre l'exemple aux jeunes. Trop sincère pour la jouer star, pourtant le plus brillant de la constellation. Vous le savez tous, gardez vos prix, vos révélations. T'as ignoré le din, tu n'étais pas sage. T'as tout misé dans ce bas monde alors tu n'étais que de passage. Mais dans le haram, y'a pas de baraka, ni à la rakba. Ça se trouve dans les prières, les raka. Allahu Akbar. Booba, lui, bon bah, tout ça, il en a absolument rien à foutre. L'humilité, mais on est où là? Je vends beaucoup plus que vous, je rappe mieux que vous. Dans un clip où il y a des meufs qui twerk de partout, là, dans un nightclub, avec un ensemble uncut et une casquette au ras des yeux, là. Je suis dans le club, debout sur la banquette, je cherche le plus gros boulard. J'enquête, voilà, celle-là, elle était bien ça. Lui, il va pas désamorcer sa punchline avec un message derrière. Lui, c'est tout l'inverse. Il exagère, il grossit le trait, mais toujours avec l'attitude, le charisme, la plume qui va avec. Je leur mets au fond de la gorge, à deux doigts BG, en mode Bruce Lee, pompe sur deux doigts, BBR. Pas de fils de pute, ni enfant de putain sur ma guest list. Pour m'endormir, je compte les diamants sur ma bretlist. Sur le podium, il n'y a que nous. Tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux. Et pour résumer la chose, c'est pas juste deux égos surdimensionnés de rappeurs qui s'affrontent, c'est vraiment deux visions du rap qui s'opposent. C'est Rof avec une vision très rap français de l'époque, et Booba avec une vision à l'américaine. Booba, c'est le plus américain des rappeurs français. Et pour lui, Rof, tout ça, c'est pas possible, c'est un menteur. Il nous envie, il voudrait être comme nous au final, il voudrait avoir notre vécu, avoir connu la rue. Tu te sers de nos codes, de nos mots, nos méthodes. Tu seras jamais gangster comme sera jamais gitan, cette gecko. T'as pas grandi dans le Tiex, tu seras jamais comme nous, n'en fais pas un complexe. Après, il va exposer le fait qu'il a vendu plus d'albums que lui, ce qui à ce moment-là était vrai. Booba avait vendu à peu près 1 million d'albums, et Rof, lui, c'était 1 300 000. Moi, c'est 1 300 000 albums, les chiffres ne mentent pas. Ah, faut aussi quand même préciser que Rof avait sorti un album en plus que Booba. Booba, lui, il avait sorti 5 albums en solo, et Rof en avait sorti 6. Mais voilà, après, l'argument marche quand même. J'ai vendu plus d'albums que toi, je suis donc par définition un meilleur rappeur que toi. Pour leur frein, il va reprendre son flow de Wesh Moret, mais pour se comparer à Denzel Washington dans American Gangster, quand il fume un mec en pleine rue. Willie Denzel, Willie Denzel, Willie Denzel. À la Denzel, à la Denzel, Washington Denzel. What the fuck you gonna do, Frank? Huh? What you doing? You gonna shoot me in front of everybody? Huh? Come on. Bon, après, je vous passe tous les passages qui sont du remplissage à base d'insultes sur lui, tout son arbre généalogique, ou aussi le moment où il fait de l'ego trip. Le dernier point sur lequel Rof appuie, et c'était encore une fois vrai à l'époque, c'est le fait que Booba n'a fait briller personne. Ton feat avec Rimka lui a pas servi à grand chose. Un feat, Rof Mala pour lui serait l'apothéose. Et si Rof il dit ça, c'est pas de manière innocente. C'est qu'à ce moment précis, il avait fait un feat avec Sultan, ils avaient fait un gros tube qui va faire percer Sultan. Seuls les vrais peuvent m'arrocher, Sultan Paris crochet, on a pété une
case et la street là, crochet. Et oui, j'ai conscience qu'aujourd'hui ça fait sourire quand tu connais la suite de sa carrière, la Team BS et un naufrage musical. Mais c'était un vrai argument en 2012, Booba n'a fait percer personne. Mais après, c'est pas faute d'avoir essayé. Que ce soit en faisant des feats lui aussi avec des artistes prometteurs, il a fait un gros single avec La Fouine en 2007, Reste en chien, mais il avait déjà commencé à percer de son côté La Fouine. Donc c'est pas comme si Booba lui avait donné la visibilité qui avait changé le reste de sa carrière. Et même au-delà des feats, depuis 2005, avec les projets Autopsie qui sortaient tous les 2 ans, il mettait en avant de jeunes artistes entrecoupés de morceaux à lui inédits pour vendre le projet, pour l'exposition du projet. Ça lui permettait lui d'avoir de l'actualité et en même temps de mettre en avant de jeunes talents. Alors après, niveau timing, quand Rof a fait Wesh Doulette, il pouvait pas le savoir en avance, mais c'était vraiment le dernier moment possible de pouvoir reprocher ça à Booba, que ce soit vraiment un pic qui fasse mal. Déjà l'année d'avant sur Autopsie volume 4, il y aura Niro, Shai et Caris. Et oui, ils vont pas percer à ce moment-là grâce à la mixtape, mais ça leur donnera de la visibilité pour leur début de carrière. Mais après voilà, dans la tête du public rap, ça va au plus simple, à l'essentiel. Rof, c'est vrai, il a fait un tube avec quelqu'un qu'on connaissait pas avant, un tube que tout le monde avait encore en tête à ce moment-là, et Booba, bah y a pas d'exemple. Je lance des carrières, sultan, trop égoïste, tu n'as fait briller personne depuis le temps. Du coup, bah, Rof est quelqu'un de généreux, il fait briller la nouvelle génération, et Booba, bah c'est quelqu'un d'égoïste, il a pas fait de tube avec un nouveau rappeur. Kennedy, les Bill, McTayer, le méritait bien. T'as juste sucé leur sang, liqué leur buzz et laissé en chien. Non, parce qu'après, vraiment, fallait juste attendre 3 mois et il y avait Kalash qui sortait avec Caris. C'était vraiment dans le temps additionnel où tu pouvais faire cette pique à Booba. 2-7-0, toujours plus haut, la République me suce le tuyau, monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle, c'est France. Donc voilà, Wesh Doulette, c'est un énorme pavé lâché dans la mare, c'est un diss track très dur sur Booba, et beaucoup de gens étaient contents de voir Rof clasher Booba, parce qu'il y a une majorité du rap français, et une majorité même des médias français qui préfèrent Rof à Booba, parce que Rof, il est moins prétentieux, il fait passer des messages, alors que Booba, bouh, regardez-le avec ses muscles et ses tatouages, regardez-le comment il est arrogant avec ses voitures, et ses bijoux, ses cling-cling là, puis il met des meufs en bikini dans ses clips, c'est horrible. La différence de traitement dans les médias, elle est flagrante. Tout le monde dans la rue reprend ces expressions, c'est pour ça que ça marche, parce que Rof, c'est pas une copie de 50 Cent, mais c'est un mec qui parle pour les mecs qui habitent en France. Rof, c'est pas du tout un phénomène de mode, et à lui seul, il a vendu plus d'1 million d'albums. Je suis très content de vous avoir ici, Rof. Comment? Être une référence pour les jeunes? Plutôt. C'est pas ce que je cherche, moi, parce que j'ai beaucoup de saloperies dans mes morceaux, donc je cherche pas à être une référence. On a l'impression sincère, et puis un truc hyper misogyne, super violent contre les femmes. C'est-à-dire? Dans la même chanson. Violent, tu trouves? Ouais. Ouais, je sais pas. C'est quoi le texte? Si vous savez pas. Ouais, je dis des saloperies, mais c'est pas misogyne. C'est pour j'ai rien contre les femmes. Et je vous remets le double disque d'or, le code de l'or. Quand Rof va faire Wesh Doulette, certains vont vraiment être très heureux. C'est vraiment, enfin, le vrai numéro 1 du rap français, le vrai rappeur avec des valeurs, s'en prend enfin à l'horrible copie de 50 Cent sans âme, le cliché du rappeur. Il donne une mauvaise image de notre musique, c'est pas hip-hop. Bon après là, on est vraiment sur les puristes fans de Rof. Enfin bref, quand cette histoire pète, pour l'avoir vécu cette période, ça penchait quand même plus du côté de Rof dans l'ambiance générale. Alors le rappeur de l'année, c'est qui? C'est Rof, toujours Rof. Chaque année c'est Rof, ça sera toujours Rof. Rof il dit tout en face. Booba c'est une tapette, ça, on sait ça. Non, il y a un truc de rap que j'aime bien un peu les A995, mais c'est tout. Si ton col envie touche ton nombril, c'est qu'il est trop grand. Parce que du coup aussi, certains médias rap français avaient un parti pris. Booba, tout le long de sa carrière, il a refusé de bosser avec certains médias ou de continuer à bosser avec certains médias selon ce qu'il pouvait dire sur lui ou le traitement de certains rappeurs. Il y a Bouscapé par exemple, comme l'avait exposé Fif dans sa vidéo Fif Stories sur Booba. Globalement parce que Fif a été beaucoup trop critique aux yeux de Booba, il avait un parti pris trop fort, il a été trop fan, trop auditeur de rap et pas assez journaliste. Quelques semaines après, on fait l'interview de Rof pour son album Le Code de l'horreur. Et qui me dit ouais, j'ai vu ton interview de Booba, il me dit franchement c'est chaud, t'as été dur et tout. J'ai dit putain, si Rof il me dit ça, ça veut dire que vraiment on a merdé quoi. Alors là, on va rentrer dans le moins connu avec des médias qui existent plus aujourd'hui, mais qui avaient un impact à l'époque. Il y avait Street Live. Allô Booba? C'est qui? Là c'est Sinaï Street Live là. Déjà avec vous, je t'ai dit je fais rien avec vous, déjà ça je t'ai pas dit. Alors il y avait très certainement aussi Buzz de Fou. Une époque, je vous l'accorde, le début de YouTube. Alors c'est un média rap, je sais pas si la ligne édito était de base comme ça ou si c'est parce que ils ont été déçus de Booba qui a refusé des interviews chez eux. Mais en tout cas, ils vont avoir une ligne édito pro-Rof. On est sur l'équivalent du journal La Croix pour la foi catholique. C'est eux qui vont filmer et diffuser le passage de Rof qui insulte Booba en direct à la radio. C'est aussi eux qui filmeront l'interview de Rof qui pendant 15 minutes va insulter tout l'arbre généalogique de Booba. Et ils avaient fait aussi une vidéo qui s'appelait Rof ou Booba, la rue parle. Quand tu te qu'au titre, tu te dis bon bah ça va être une vidéo vraiment où ils vont demander à plein de gens et tu vas avoir plein de réponses différentes.
Non, on est sur le summum de la propagande nord-coréenne, le summum de la malhonnêteté intellectuelle. Pendant 20 minutes, tu as que des mecs qui disent du bien de Rof et que des gens qui disent du mal de Booba. Ils ont même pas fait l'effort de mettre 1 ou 2 mecs qui disent du bien de Booba pour essayer de quand même rendre la chose crédible. C'est vraiment que des gens qui détestent Booba pendant 20 minutes. Et il y en a du monde dans la vidéo. Rof. Ouais, Rof. Ouais, il respecte rien. Rof, ma gueule. Ouais, tous ceux qui écoutent Rof, ils vont se reconnaître dans le... Moi, Rof, c'est Rof. Avec ses jambes de coq, ce là. Il lui a pas montré c'était qui Rof. Rof, il est plus fort que Booba. Pourquoi il a dépassé les bornes? C'est vrai que t'as gagné, hein. Bah, Rof, il a tué Booba. Ouais. Là, on voit vraiment, il est où le padré. Ouais. Et là, il a tué, là. Il a tué. Franchement, il a tué. Wesh, Zoulette. Et je trouve que celui de Booba, c'est un rap amateur. Je trouve que c'est un rap amateur. Même les petits les petits cités le font. Rof, il a raison et que c'est le meilleur. Dans ses mots, il dit la vérité. Il a toujours respecté les meufs. Le mec, il a un gros corps, mais il a des petits mollets. Qui dit Rof sur Booba, bien sûr c'est vrai. De toute façon là on est à Nanterre, là on est peut-être dans le 92. Booba on a entendu parler de lui, on voit ce qu'il est. Il ne fait jamais de commercial comme vous. Il trafique jamais ta voix, ça c'est des trucs de pédé. Il n'y a pas d'autopsie ici. Sa mère autopsie. Famille, arrête de mytho, là. Voilà, autopsie 4. Ah Booba, on va louer ta mère au calache. Ces gens sont sûrement des pères ou des mères de famille aujourd'hui. Vraiment, je serais curieux de combien de ces personnes-là tu les retrouves aujourd'hui. Tu leur poses la même question. Je pense qu'on a des retournements de veste magistrales. Et cette vidéo, ils l'ont fait au début de YouTube. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de contenu sur Booba et Rof. Tu tapais leur nom sur YouTube, tu tombais sur leur musique et tu tombais dans les premiers résultats sur cette vidéo. Et c'est une vidéo qui à ce moment-là avait fait énormément de vues. Et la majorité des gens qui regardaient ce genre de vidéo à cette époque-là, c'était des ados. Forcément, ça peut grandement t'aiguiller à apprécier plus un rappeur que de l'autre, hein, je te fais pas un dessin. Maintenant, imagine t'es Booba en 2012. T'as tout simplement le mec qui t'envoie des pics depuis des années dans sa musique, qui s'autoproclame aussi numéro 1 du rap, qui a toujours vendu plus que toi, qui est donc ton plus grand rival dans cette musique, qui t'a insulté en direct dans la plus grosse radio rap du pays, et qui vient de sortir le plus gros diss track de l'histoire du rap français sur toi. C'est énorme. C'est une humiliation publique. Mais là, tu te dis, mais la réaction de Booba, elle va être exceptionnelle, elle va être incroyable. Il va vite répondre là avec un diss track à son tour pour laver son honneur, pour conserver sa place de numéro 1 et pour montrer que même Rof ne peut pas s'attaquer à lui. Eh bien, Booba, il va pas répondre. En tout cas, pas dans l'instant T. Et ça va faire réagir. Ce silence de Booba va faire réagir. Principalement une autre tête d'affiche de ce rap français, qui lui, depuis pas mal d'années, a pris beaucoup de poids, qui commence à vraiment beaucoup vendre, au point de titiller ses numéros 1 qui sont en place là depuis pas mal d'années. Lui aussi, il mérite le trône, il mérite cette place de numéro 1. C'est la Fouine. Fouini Babe. Qui va lui aussi envoyer des pics à Booba. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Il y avait déjà Rof qui lui a déclaré la guerre avec Wesh Joulette, et maintenant il y a la Fouine qui lui envoie des pics comme ça sur Panam Boss. Enfin même le morceau il s'appelle Panam Boss, il se prétend être un boss de Paname. Mais c'est terrible. Là, ça devient indirectement du 2 contre 1. Là, il commence à être acculé. C'est une situation de crise, là, vraiment. T'as deux mecs qui se revendiquent être numéro 1 qui s'en prennent à toi. C'est alerte rouge, faut réagir, là. Quand tu te revendiques numéro 1, tu peux pas laisser passer ça indéfiniment. Tu dois répondre en musique. Le 21 janvier 2013 sortira la réponse la plus attendue de tout le rap français. Et ce sera bien plus qu'un diss track. AC Milan sera ce que Booba pouvait faire de plus Boobaesque. Parce qu'AC Milan, c'est un tube. Il nous restera qu'un négro, il nous restera qu'un à la fin. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Merci à Shine Nation d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description pour profiter de leur offre Black Friday, qui est valable pendant 48 heures. Et sur ce, moi je vous dis, normalement, avant Noël, peut-être pas. J'en ai aucune idée, j'ai pas encore écrit la vidéo, je sais pas, j'ai envie d'avoir une vie sociale en fait, donc... Mais toi, tu regardes souvent des vidéos de youtubeurs rap? Non. Dans youtubeur rap, le moins important, c'est quand même youtubeur. C'est des gens qui prient 5 fois par jour en direction de NordVPN dès que tu leur jettes un billet. Puis c'est pour les voir lire face cam des articles qu'on a écrits à 10 piges. Mais cette vidéo, tu sais de quoi ça parle? Moi, je m'en branle. On m'a juste demandé un historique de TLF.
Du moment que le sujet principal, c'est pas un pointeur ou un cogneur de meuf. Je t'ai dit d'acheter mon bouquin?